C'est bien le territoire du tigre, mais rares sont les visiteurs qui l'aperçoivent vraiment. Alors sur la piste, on croise aussi d'autres animaux. Des chacals en pleine séduction, des oiseaux de toutes les couleurs, des cerfs à pois, des écureuils cabotins et de grands oiseaux gris qui trompettent leurs cris sans interruption. Elles sont environ 10 000 à attendre leur tour pour venir boire dans cette petite mare que leur ont creusée les habitants du village voisin de Kishan. Elles, ce sont les grues demoiselles. Regardez-les s'envoler. Les plus petits oiseaux de la famille des grues, mais probablement parmi les plus élégants et les plus délicats à l'image du paysage qui les entoure. Bienvenue donc dans cet épisode du Jardin Extraordinaire. On vous emmène en Inde sur la piste des tigres. Pas évident de voir les seigneurs de la jungle, mais vous le voyez, il y a bien d'autres merveilles à découvrir sur le chemin. Tant qu'à chercher les tigres, autant se diriger directement vers un de leurs sanctuaires. Dans le centre de l'Inde, le parc national de Kanha et les zones tampons qui l'entourent recouvrent 2000 km². 10% de cette surface est accessible aux visiteurs, soit 200 km². Autant dire qu'on cherche un grand chat dans une énorme forêt percée de quelques clairières, et qu'on a une seule journée pour le trouver. Au volant, Kumar. Il sait bien que les tigres empruntent les pistes. Et il ne va pas tarder à en trouver la preuve. C'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle. Si l'empreinte rentre dans un carré, c'est un mâle. C'est comme ça qu'on voit la différence. Si tu peux tracer un rectangle autour, c'est une femelle. Dans tous les cas, nous sommes bien sur le territoire d'un tigre. Tu sais dans quelle direction il est parti? Oui, par là. Ces grandes forêts abritent une vingtaine de tigres sur 200 km². Le trouver est donc un petit miracle. On va s'arrêter ici et écouter les alarmes. Quand le tigre bougera, les cerfs et les singes commenceront à crier. Généralement, les tigres se mettent en mouvement après 4h30, vers 5h. Ils sont très réguliers, quoi. Oui, exactement. Autour de nous, la forêt grouille de sons, et même d'animaux. Mais pour l'instant, pas de tigres. On comprend aisément pourquoi ces grands prédateurs ont trouvé ici une zone propice. Les cerfs des marais se comptent par milliers, passant leur journée les pattes dans l'eau. On peut aussi apercevoir les très rares bisons indiens. Et bien entendu, impossible de rater les cerfs axis. Du plus jeune faon au plus grand cerf, ils ont tous des taches blanches censées mieux les dissimuler. Des bois sur la tête des mâles et un camouflage très relatif. Leurs moyens de défense paraissent bien dérisoires contre les tigres. Mais ces cervidés ont développé une alliance étonnante avec une autre espèce. Regarde, assis sur les troncs là-bas. Ce sont des langurs. Ils restent ensemble, les singes et les cerfs? Oui, ils sont de très bons amis. Pourquoi? Parce que les singes font tomber des fruits depuis les arbres et les cerfs les récupèrent pour les manger. Et alors quand le tigre arrive, les cerfs le sentent et sonnent l'alarme en criant. Mais pourquoi les cerfs sentent d'abord le danger? Parce qu'ils ont un très bon odorat. Alors ils sentent le tigre en premier, ils donnent l'alarme, et les singes montent à l'abri dans les arbres et sauvent leur vie de cette façon.
C'est une bonne collaboration. Hein. Oui. C'est tous contre le tigre. Les cerfs gagnent le repas et les singes un système d'alarme. Les langurs ont un autre atout. Leurs longs sourcils leur servent de casquette pour être moins éblouis par le soleil. Bref, quand tout va bien, les jeunes peuvent jouer en paix. D'autant que certains guetteurs sont placés de tous les côtés. Sous leur regard mi-amusé, mi-sérieux, nous reprenons la piste, découvrant des forêts millénaires. Grâce à des pistes qui serpentent entre les rochers et de longues étendues de prairies dorées, remplies de cerfs. Ce jour-là, nous ne verrons que quelques secondes le tigre, au loin, dans les jumelles. Le voir en quelques heures est un pari qui ne peut pas chaque fois réussir. Ainsi va la vie des observateurs de la nature. Si l'Inde est si différente du continent qui l'entoure, c'est que pendant très longtemps, c'était une île. Cette histoire commence il y a 200 millions d'années, quand l'Inde se sépare de l'Afrique et se met à dériver sur l'océan. Il y a 50 millions d'années environ, l'Inde entre alors en collision avec la plaque eurasienne à la vitesse de 10 cm par an. Le mouvement semble anodin mais enclenche de colossales forces tectoniques qui font naître les plus hautes montagnes de la planète et ont solidement ancré l'Inde dans le continent asiatique. Aujourd'hui, comme le sous-continent indien est immense et en partie isolé par des montagnes, on y trouve quelques espèces endémiques qui ne vivent nulle part ailleurs sur la planète. C'est le cas de cet étrange animal. On dirait une sorte de croisement entre un cheval et une biche. Là-bas, il y a 2 femelles. À la tombée du jour, elles sortent en groupe dans les zones humides pour manger. Les observer n'est pas difficile, mais c'est toujours un plaisir pour Sunil qui les regarde depuis 40 ans. Elles font partie de la famille des antilopes. Ce sont d'ailleurs les plus grandes antilopes d'Asie. Regarde, maintenant tu peux voir leur forme. Ce sont des animaux qui ressemblent à des chevaux. Mais ce sont des antilopes, non? Oui, les antilopes nilgo. En sanskrit, ça veut dire vache bleue. Si les femelles n'ont rien de bleu, les mâles, eux, sont différents. La femelle, comme tu vois, est plutôt brune. Et certains mâles aussi quand ils sont jeunes. Pour eux, la différence est au niveau des petites cornes qu'ils ont sur la tête. Et c'est comme ça qu'on peut les identifier. Les femelles, elles n'ont jamais de bois. Puis quand ils vieillissent, c'est encore plus facile de les reconnaître car les mâles ont alors un pelage avec des reflets gris-bleu. Comme chez beaucoup d'espèces, il y a aussi une autre différence. Les mâles ont des habitudes très faciles à identifier. Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien là, comme tu vois, c'est assez clair. Le mâle tente une approche. C'est le mâle dominant de ce petit groupe. Il a mis tous les autres dehors. Et maintenant, il dirige le groupe et il ne laisse aucun autre mâle approcher. Car chez les nilgo, les mâles aiment se prendre la tête. Ils sont en train de se battre là. Là, c'est un real fight, non? C'est une vraie bagarre là, non? Pendant que les mâles s'affrontent, avec leurs toutes petites cornes et leur posture agenouillée, les femelles, elles, continuent de s'alimenter tranquillement. Chaque matin et chaque soir, les nilgo viennent manger paisiblement dans ces prairies humides du nord de l'Inde. C'est ici, pratiquement encerclé par la ville de Bharatpur, que se trouve le parc national de Keoladeo. 28 km² à peine, mais d'une incroyable richesse. D'ailleurs, en saison sèche, chaque matin, la scène recommence. C'est comme
Un délicat poème, répété sans cesse et sans pour autant lasser les visiteurs. Il n'est pas tombé une goutte de pluie depuis 3 mois. Alors tous les animaux se donnent rendez-vous dans ces marais, comme une oasis au milieu du désert. Étonnamment, à 7000 km de chez nous, certaines espèces sont exactement les mêmes que sur nos étangs. Aigrettes, hérons cendrés et bien sûr, martins pêcheurs d'Europe. Mais au bout de la nuit, quand le soleil se lève enfin, le parc national de Keoladeo révèle la fascinante diversité des espèces qui l'accueillent. Une femelle de sambar traverse la prairie humide avec son jeune. Un canard pilet plonge la tête sous la surface pour chercher à manger. Pendant qu'un jacana semble marcher sur l'eau, tout en profitant des carapaces des tortues aquatiques. Et l'intrigant Jabirou d'Asie, à la tête verte et aux pattes oranges, n'en finit plus de pêcher. Pas la peine de faire l'autruche. Une incroyable diversité de formes de vie nous entoure. Juste à côté, un francolin se baigne dans le sable. Sur son perchoir, un martin chasseur lance sa chasse, forcément. Alors que dans les branches, perruches et pigeons verts ont adopté la couleur du feuillage. Sous les yeux, de grandes chauves-souris bruyantes. Les renards volants ne dorment que d'un œil pendant la journée, avant de partir manger des fruits la nuit. Et même sur les pistes, des chacals dorés sont en pleine saison des amours. Sur ces quelques kilomètres carrés, on dénombre plus d'espèces d'oiseaux que sur toute la Belgique. Si le petit parc national de Keoladeo est si riche, c'est qu'il a une histoire complexe. Pour la découvrir, Sunil m'emmène sur une berge avec vue sur une colonie de cormorans et d'aigrettes. Le spectacle est partout autour de nous. Là, on est vraiment au cœur du parc, qui s'étend sur 28 km². On l'appelle d'ailleurs le Central Park. On est en plein centre du parc. Créée comme bassin pour éviter les inondations à la ville voisine, la zone n'a pas toujours été un refuge pour les oiseaux. Pendant longtemps, les Maharajas ont utilisé cet endroit pour chasser. Le record de tir, c'est 4273 canards tués en une seule journée. Mais à présent, c'est un endroit protégé, non? Oui. En 1956, c'est devenu une réserve. Et en 1981, on l'a déclaré parc national, divisé en 3 zones qui correspondent à 3 habitats pour les animaux. Ici, ce sont les zones humides et il y a aussi une partie forêt et une partie prairie. De quoi attirer des centaines d'espèces de toutes les tailles et de toutes les formes, qui offrent à toute heure et en toute saison un fascinant spectacle. Ici, on a des cormorans, des aningas, des ibis, des aigrettes, des hérons, des cigognes de différentes sortes. Tout ça ensemble. Par exemple, ce tantal indien, là, il est occupé à chercher de quoi manger? Oui, il pêche à sa façon. Il ne va pas nager au milieu, il marche le long des berges. Et il fait des petits mouvements avec ses pattes, et comme ça, il soulève de la nourriture pour les poissons qui se sont attirés. Et ils sont attirés, et ils les pêchent très rapidement. Et les cormorans, c'est différent comme technique. Oui, eux, ils plongent. Et ils pêchent tous ensemble? Oui. Et ils travaillent ensemble. Certains font beaucoup de bruit et effrayent les poissons qui s'enfuient dans un sens, mais d'autres les attendent pour pêcher très vite. C'est vraiment impressionnant. Aujourd'hui, à Keoladeo, les téléobjectifs ont remplacé les fusils. Et Sunil veut me montrer la star pour les photographes locaux. On le surnomme l'oiseau serpent. C'est l'aninga, un oiseau pas vraiment farouche. Regarde, il est juste là avec son plumage noir et son œil bleu.
Excellent. Et tu peux vraiment voir pourquoi on l'appelle oiseau serpent. Oui. Tu vois aussi son long cou, avec cette forme si particulière. L'oiseau serpent prépare méticuleusement son plumage. Chaque plume, elles sont des milliers, doit être entretenue, histoire d'être parfaitement efficace au moment de plonger. Maintenant, tu vois bien son bec avec lequel il va véritablement poignarder les poissons. Il va plonger, et puis sous la surface, il utilise son cou comme un serpent. Il va le déployer très vite et de cette façon attraper sa proie. Mais avant, il va mettre son corps sous l'eau et juste son cou et sa tête vont dépasser. Là encore, on dirait que c'est un serpent. Et forcément, c'est pour ça qu'on l'appelle l'oiseau serpent. Allez, on va essayer de filmer ça. Pour y arriver, mieux vaut se poser tranquillement le long d'une de ces étendues d'eau où pêche ce fameux oiseau serpent et attendre les instructions de Sunil. Là, là. Là encore. Là. Non. Raté. Oh, là-bas encore. Pour le moment, j'arrive seulement à filmer le moment où la Ninga plonge sous l'eau. Mais la scène intéressante, c'est quand ils sortent de l'eau. Ça arrive souvent, mais c'est difficile à mettre en boîte. Car on ne sait jamais où ils vont sortir. Et l'action va très très vite. Là, regarde. Alors il faut encore recommencer jusqu'à ce que finalement... Oui, génial, tu l'as eu. Super, merci. Merci beaucoup. Après une telle course, rien de mieux qu'une petite pause. Mais au parc national de Keoladeo, on reste rarement seul bien longtemps. Et la pause prend des allures de festin partagé. Et regarde, un écureuil. Salut toi, tu veux filmer avec ma caméra? Et lui là, c'est qui? Et lui là, c'est qui? C'est notre étourneau. Et celui-ci qui vient tout près? Lui, c'est le cratérop de Bruce. C'est fou, c'est comme ça tous les jours? Tu partages ton petit-déj avec la faune? Oui, et ils sont super heureux quand j'arrive. Sur la piste du tigre, les pauses aussi sont remplies de surprises. Même si le parc de Keoladeo est tout petit et parsemé de tables de pique-nique, il y a une quinzaine d'années, un jour, un tigre est arrivé discrètement. Il faut dire qu'ici, les proies potentielles ne manquent pas, notamment les jeunes Ceraxis, faciles à attraper et pas très méfiants. Il y a tellement à manger que le tigre qui s'était établi ici pesait 300 kilos. On le sait parce que, après s'être attaqué à plusieurs personnes, le tigre a été capturé et délocalisé au plus grand soulagement des voisins du parc. Pourtant, ce jour-là, tout à coup, un animal rayé est repéré sur une petite digue, sur la route principale du parc. Une course-poursuite s'engage. Ah, mauvaise direction, il est reparti. Allez, viens par là. Les premiers plans sont ratés. Mais on sait déjà qu'il ne s'agit pas d'un tigre. C'est une hyène rayée qui fait des allers-retours sur un chemin entouré d'eau. Elle cherche une sortie, nous obligeant à essayer de la suivre. C'est peut-être mieux de s'arrêter de courir. Oui. Et d'attendre. Oui, maintenant, attendre me paraît une bonne option, en effet. On va la laisser passer devant nous pour bien la voir. Et finalement, la hyène décide que, pour elle aussi, le mieux, c'est sans doute de faire une petite pause et de nous offrir
son meilleur profil. Et voilà, belle image pour ma caméra. Comme toutes les hyènes, la rayée a mauvaise réputation et un air un peu menaçant. Mais quand on la regarde en oubliant ses a priori, c'est un magnifique animal, au régime alimentaire bien plus diversifié qu'on ne pourrait croire. Bien sûr, elle profite des carcasses et a un rôle de charognard, nettoyeur, mais elle est aussi capable de chasser et de manger des fruits et des plantes, qu'elle va chercher de sa course légère. À côté du parc national de Keoladeo, une très ancienne propriété attire aussi tous les animaux de passage. C'est Goudou qui me guide sur les petits sentiers. On y croise des créatures bleues, les pans, qui sont ici dans leur habitat naturel. Et dès qu'on lève les yeux, on découvre des nids bien cachés, mais juste au bord du chemin. Et partout où nous passons, des chevêches attendent que le soleil baisse un peu pour partir en chasse. Alors que dans les arbres voisins se repose une famille de Ninox hirsute, une autre espèce de petites chouettes au regard perçant. Ici, pas de tigre, forcément. Mais Goudou veut me montrer un petit animal tigré qui vit dans une cavité. Il ne reste plus qu'à attendre qu'il veuille bien sortir. Voici l'écureuil palmiste. Qu'est-ce qu'ils font ici, ces écureuils? Ici, l'habitat est parfait pour eux. Il y a beaucoup de fruits, beaucoup de nourriture, et aussi c'est un environnement sécurisant pour eux, notamment grâce aux pans. On les entend crier, en effet, il y a beaucoup d'écureuils et aussi beaucoup de pans. Est-ce qu'ils collaborent ensemble? Oui, ce sont de très bons alliés. Les oiseaux font tomber certains fruits et les écureuils les collectent et les mangent. Généralement, les nids de ces écureuils sont des boules de matière végétale perchées haut dans les arbres. Mais Goudou a donc repéré cet emplacement inhabituel. J'ai vu jusqu'à 5 écureuils rentrer dans le nid. Là, pour le moment, tu en as 3. Et regarde, il y en a un là qui descend. Malgré leur nombre dans ces jardins, on connaît peu de choses sur ces petits rongeurs. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils vivent en famille et squattent à l'occasion les nids creusés par des oiseaux, tout en laissant la priorité aux propriétaires d'origine. Le mois prochain, les oiseaux qui ont creusé le nid vont revenir et donc les écureuils vont s'en aller. Mais pour le moment, les oiseaux ne sont pas là et donc les écureuils profitent de l'endroit où ils peuvent vivre bien à l'abri. Pendant que les écureuils s'en vont dormir, tous ensemble bien serrés et bien au chaud, direction l'ouest de l'Inde, à quelques encablures du désert du Thar, là où la température en été atteint 50 degrés à l'ombre. Mais pendant l'hiver, le petit village de Kishan connaît des températures bien plus clémentes et est le théâtre d'une incroyable migration. L'histoire commence à la fin des années 70, quand un couple se met à nourrir les oiseaux. Ce sont d'abord quelques pigeons qui viennent collecter les graines, jusqu'au jour où une douzaine d'oiseaux beaucoup plus grands vinrent profiter du festin pendant les mois d'hiver. L'année d'après, ils étaient 100. Et aujourd'hui, ils sont des dizaines de milliers à voler dans la direction de Kishan chaque matin d'hiver. Voici les grues demoiselles. Elles volent de manière beaucoup plus structurée qu'il n'y paraît. Il faut dire qu'elles ont fait 6000 km à la force de leurs ailes pour arriver de leur Mongolie natale. Ces immenses groupes se divisent en plus petites bandes, qui elles-mêmes sont composées de familles. C'est toujours la femelle qui vole en tête, suivie de son ou ses jeunes, et le mâle ferme la marche. Au moment d'atterrir, elles sortent les pattes, écartent les ailes, et se posent tout en douceur, au milieu de la cohue.
Rapidement, les villageois se regroupèrent pour construire une barrière autour du site de nourrissage, évitant ainsi les attaques de chiens errants sur les oiseaux. Et les villageois se cotisèrent aussi pour fournir les graines. Aujourd'hui, on en répand plusieurs tonnes par jour pour aider les grues à passer l'hiver en toute sérénité. Et c'est ainsi que la population de grues hivernantes a augmenté en flèche dans le village de Kishan. La scène recommence chaque jour sous les yeux de Mali Sevaram. Et donc, chaque matin, tu les regardes avec attention. Oui. Mais pourquoi? C'est ma passion. Mais pourquoi? Pourquoi tu es passionné par ces oiseaux? Parce qu'elles viennent de si loin et que ça fait du bien de les voir. C'est inscrit profondément dans mon cœur. En plus de les admirer, depuis 15 ans, Mali les compte. Et c'est quoi ta méthode? Une par une. Non, tu rigoles. Et ce jour-là, elles sont des dizaines de milliers à picorer nerveusement les graines offertes par les habitants de Kishan. Le premier, c'était le 4 septembre. Elles étaient 100, puis 5000, puis 10 000. Et donc, chaque jour de plus en plus. Et aujourd'hui, elles sont combien? Hier, j'en ai compté 35 000. 35 000. Incroyable. Tout l'hiver, Mali va les compter et les admirer. Il sait bien que ce gigantesque groupe est composé de petites familles, avec des adultes aux yeux bien rouges et aux couleurs noires et blanches bien nettes sur la tête. Les grues demoiselles semblent danser tout ensemble les mêmes mouvements, avançant de concert, de leurs grandes pattes délicates, tout en gardant bien entendu un œil attentif sur leurs voisines. Les jeunes de l'année, nés quelques mois plus tôt, ont un plumage moins nettement défini, un air plus hirsute, mais déjà, ils volent tout aussi bien. Quand les grues ont fini de manger, elles prennent tout leur envol, passent au-dessus des petites rues du centre historique de Kishan, qu'elles animent de leurs cris. Les maisons sont anciennes, mais si certaines ont pu être rénovées récemment, elles le doivent à ces grands oiseaux gris, dont le nombre d'hivernants dans le village a été multiplié par 1000 ces 40 dernières années, attirant visiteurs et passionnés venus de tous les coins du pays et de la planète, pour admirer ce rassemblement unique en son genre. C'est l'hiver, mais il fait déjà plus de 30 degrés dans ce paysage désertique. Alors après leur repas matinal, les grues demoiselles se dirigent vers l'autre côté de Kishan. Elles gardent le contact au moyen de leurs cris incessants. Car non contents de les nourrir et de les protéger, les habitants du village leur ont aussi creusé des mares, dont ils changent l'eau chaque année, avant le retour des grues. Histoire de se désaltérer, chaque demoiselle s'approche précautionneusement de l'eau, plie gracieusement le cou pour récolter quelques gouttes d'eau et se redresse pour boire le précieux liquide. Tout en buvant, les grues demoiselles continuent de trompeter en permanence. Elles semblent échanger des informations sur les lieux propices pour dormir, les sites de nourrissage et bien d'autres secrets de demoiselles que nous ignorerons toujours. Quand elles ont bu, elles repartent dans un grand fracadelle de plumes et de cris, vers des occupations qui nous échappent. Dans quelques semaines, elles repartiront en direction de leur terre natale. Et un homme au moins les attendra tout l'été. À la seule force de leurs ailes et de leurs plumes, elles vont parcourir 6000 kilomètres pour aller se reproduire. Et grâce à la bienveillance de quelques femmes et hommes du village de Kishan, elles reviendront en Inde dans 6 mois.
C'est le pays des tigres. Mais c'est aussi le territoire de bien d'autres espèces. Certains sont rayés, comme l'écureuil ou la hyène. D'autres sont discrets. Ou au contraire, essayent d'attirer l'attention. Car si le tigre est bien entendu un prédateur, il semble bien que l'insaisissable félin soit en réalité un grand protecteur de toute la forêt qui l'entoure. C'est sur ce petit sentier qui traverse le territoire des tigres que se terminent nos aventures indiennes. Comme vous l'avez vu, on a très peu croisé le plus grand félin de la planète, mais on a pu découvrir toutes sortes d'autres espèces sur le chemin. Et c'est exactement ce qu'on pense souvent quand on essaye de découvrir la nature. Il n'y a pas de chemin vers le trésor, c'est le chemin lui-même. C'est exactement ce que vous souhaite de découvrir toute l'équipe du Jardin Extraordinaire qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne ou quand vous voulez sur Rovio pour découvrir d'autres trésors de la nature. Bien sûr, à bientôt. Pour prolonger le plaisir, venez retrouver toute l'équipe du Jardin Extraordinaire, des films, des photos, des rencontres à l'occasion du 30e anniversaire du Festival international Nature Namur du 11 au 20 octobre.